Pendant 19 ans, une jeune servante a vécu comme une ombre invisible, traitée comme un objet, sans voix ni valeur. Elle a supporté les insultes, les coups et le silence, jusqu'à ce qu'une nuit, tout bascule. Avec une simple paire de ciseaux dans ses mains, ce qui semblait être obéissance devint rébellion. Cet instant ne marqua pas seulement sa maîtresse, mais ébranla toute une société qui n'avait jamais imaginé qu'une ombre puisse frapper. Veux-tu découvrir la fin de cette histoire de douleur, de rage et de dignité? Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi maintenant, et dis-moi en commentaire, de quelle ville nous regardes-tu? Elle marchait sans bruit, comme si ses pas ne méritaient pas de laisser une trace. Dans cette maison immense, aux murs décorés d'or et de tableaux fiers, elle n'était rien de plus qu'une ombre. Chaque jour, avant même que le soleil ne se lève, elle se levait. Ses mains connaissaient déjà la froideur du seau, la lourdeur du balai, l'odeur du linge humide. C'était sa routine, son destin imposé. On ne la regardait pas. On lui parlait rarement, sauf pour donner un ordre sec, un reproche ou une humiliation. Elle servait à remplir les verres, à brosser les cheveux soyeux de sa maîtresse, à préparer la chambre pour les invités. Sa présence n'était tolérée qu'à condition qu'elle reste invisible. Pourtant, derrière ses yeux sombres, quelque chose bougeait. Elle souffrait en silence. Chaque insulte, chaque moquerie, chaque moment où on la traitait comme un objet gravait en elle une cicatrice invisible. Et plus ces cicatrices s'accumulaient, plus son cœur battait différemment. Il y avait des nuits, seule dans sa petite chambre au fond du couloir, elle pleurait en silence. Elle savait que personne n'entendrait. Personne ne voulait entendre. Le bruit de ses larmes était étouffé par les rires qui résonnaient dans les salons, par la musique des banquets, par le cliquetis des verres de cristal. Mais dans ces mêmes nuits, une pensée commençait à naître. Une pensée interdite, dangereuse. Et si tout cela pouvait changer? Et si, un jour, elle n'était plus cette ombre silencieuse mais une flamme qui brûle? La journée suivante, tout reprenait comme avant. Elle brossait les longs cheveux au burn de sa maîtresse, sans jamais croiser son regard. Dans le miroir, elle voyait deux mondes, d'un côté, la beauté arrogante de la dame, assise, immobile, sûre de sa supériorité. De l'autre, son propre reflet, fatigué, courbé, mais avec des yeux qui semblaient crier malgré le silence de ses lèvres. Un matin, alors qu'elle se penchait pour ramasser un ruban tombé au sol, elle sentit la main glaciale de la maîtresse serrer son menton. « Regarde-moi !» L'ordre claqua comme un fouet. Ses yeux, pleins de peur, rencontrèrent ceux de la dame. Ce qu'elle y vit la glaça, un mélange de mépris et de jouissance. Comme si sa souffrance était un spectacle privé, une distraction quotidienne. Elle détourna vite les yeux, mais l'image resta gravée. Ce regard disait tout, tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Et pourtant, ce même instant fit naître quelque chose de nouveau. Une force minuscule, fragile, mais réelle. Comme une graine enfouie dans une terre dure, qui malgré tout cherchait à pousser. Elle retourna dans sa chambre ce soir-là avec le souffle court. Ses mains serraient le drap rêche, ses yeux fixaient le plafond sombre. Elle se répétait, un jour, ce regard changera. Personne dans la maison ne pouvait imaginer ce qui se préparait dans l'ombre. La domestique silencieuse, l'esclave obéissante, la jeune femme brisée, n'était plus seulement cela. Elle devenait autre chose. Et dans ce silence, naissait la première étincelle. Les jours s'enchaînaient comme des chaînes invisibles, lourdes et froides. Chaque matin ressemblait au précédent, chaque ordre résonnait comme une condamnation. Elle se leva encore avant l'aube, nettoya les couloirs, servit les repas. Mais derrière ces gestes répétitifs, son cœur saignait. La maîtresse aimait jouer avec elle comme un chat avec une souris. Elle l'appelait devant ses amis, la forçait à se tenir droite, puis se moquait de sa tenue, de ses mains abîmées, de ses cheveux simples. Les rires des autres femmes résonnaient comme des coups de fouet. Regardez-la, même une robe de soie ne pourrait pas cacher sa misère. Isabelle, car c'était son nom, baissait les yeux, serrant les poings derrière son dos. Chaque insulte lui entaillait l'âme. Mais elle ne répondait pas. Sa survie dépendait de ce silence. Le soir, quand la maison s'assoupissait, elle s'asseyait seule dans l'ombre de sa petite chambre. Elle se répétait les mots qu'on lui avait crachés au visage. Moins qu'une bête. Plus laide qu'une pierre. Et à chaque mot, elle sentait une force grandir en elle. Non pas la force de la haine brute, mais celle d'un feu qui se prépare, patient, caché. Un jour, la maîtresse organisa un dîner pour impressionner un invité important. Isabelle fut chargée de servir à table. Elle avança entre les convives, silencieuse, portant des plats lourds. Ses yeux restaient fixés sur le sol, mais elle sentait les regards, certains curieux, d'autres pleins de désir, d'autres encore de mépris. Au milieu de la soirée, l'invité fit une remarque légère sur la jolie servante silencieuse. La maîtresse rit, mais son regard changea. Isabelle comprit qu'elle paierait cette remarque plus tard. Et en effet, une fois les invités partis, la tempête éclata. Dans la chambre, la dame la frappa d'un coup sec, la poussant au sol. « Tu crois que tu attires l'attention? Tu n'es rien qu'une ombre. » Rien. Isabelle ne cria pas.
Elle resta immobile, la joue brûlante, les yeux humides. Mais au fond d'elle, quelque chose se fissura. La douleur physique n'était rien comparée au poids de cette humiliation. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise, fixant ses mains tremblantes. Ces mêmes mains qui nettoyaient, qui servaient, qui caressaient les cheveux de sa maîtresse comme un rituel sacré, pouvaient-elles faire plus? Elle se surprit à imaginer un autre geste, interdit. Ses doigts serrant non pas un balai ou une brosse, mais quelque chose de plus tranchant. L'image la fit frissonner, mais elle ne la chassa pas. Le lendemain, tout reprit comme d'habitude. Les couloirs, les ordres, les regards froids. Mais Isabelle, en silence, avait changé. Elle apprenait à écouter ce feu intérieur. Chaque insulte, chaque moquerie, chaque ricanement autour de la table n'était plus seulement une douleur, c'était du bois jeté dans les flammes. Un soir, en passant devant un miroir oublié dans un couloir, elle s'arrêta. Elle vit son reflet, les cernes, les lèvres gercées, les épaules courbées. Mais derrière, elle vit aussi autre chose, un éclat nouveau dans ses yeux. Pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Elle se fixa, longtemps, comme pour se reconnaître enfin. Et quand elle reprit son seau pour continuer son travail, un sourire imperceptible traversa ses lèvres. Elle savait. Bientôt, les chaînes silencieuses se briseraient. Le vent soufflait fort ce soir-là, mais à l'intérieur de la maison, tout semblait figé. Isabelle avançait dans le couloir sombre, un plateau dans les mains. Elle savait déjà que quelque chose l'attendait, un piège, une nouvelle épreuve. La maîtresse avait ce regard qu'elle connaissait trop bien, un éclat cruel, impatient, presque joyeux. Approche. La voix résonna comme un ordre divin. Sur la table, un objet luisait dans la lumière des bougies, un collier de fer. Pas un bijou, pas un ornement, mais un instrument de domination. Épais, lourd, froid. Il était muni d'anneaux, comme pour rappeler qu'une vie entière pouvait se résumer à une chaîne. La maîtresse sourit. Tu vas le porter. Ainsi, tu n'oublieras jamais ta place. Isabelle sentit son souffle se bloquer. Le métal paraissait déjà peser sur son cou avant même d'être fermé. Elle voulut protester, mais ses lèvres restèrent closes. Son regard croisa celui de la dame, il n'y avait aucune échappatoire. Le collier claqua quand il se referma autour de son cou. Le froid du fer pénétra sa peau, la marqua aussitôt. Chaque mouvement devenait plus difficile, chaque respiration un rappel cruel. Les autres domestiques la virent passer dans le couloir, leurs yeux pleins de pitié mais aussi de peur. Personne n'osa parler. Chacun savait que ce collier était une sentence silencieuse, une marque visible de soumission. Cette nuit-là, Isabelle dormit assise, incapable de poser sa tête correctement. Le métal frottait contre sa peau, la blessant à chaque geste. Elle sentit le sang sécher sous le bord du collier, un cercle de douleur qui l'enserrait comme une prison. Mais ce n'était pas seulement son corps qui souffrait. C'était son esprit. Chaque fois qu'elle posait ses mains sur ce cercle froid, elle entendait dans sa tête les mots de sa maîtresse. « Tu n'es qu'une esclave. Tu n'es qu'une ombre. » Le lendemain, la douleur s'accrut. Le collier l'empêchait de baisser la tête, l'obligeant à garder une posture rigide. Ironie cruelle, alors que la dame voulait la rabaisser, ce collier la forçait à marcher droite, presque fière. Et dans ce paradoxe, Isabelle trouva une étincelle d'espoir. Oui, le métal la blessait. Oui, chaque respiration était un supplice. Mais malgré tout, elle avançait, la tête haute. Pour la première fois, elle se sentit vue. Pas comme elle le désirait, mais vue quand même. Un soir, alors qu'elle servait le repas, l'invitée osa demander « Pourquoi porte-t-elle cela ?» La maîtresse répondit avec un rire sec, pour lui rappeler sa condition. Isabelle posa l'assiette devant lui sans trembler. Mais dans son regard, il y avait autre chose. Une force nouvelle, presque insolente. Comme si, sous ce poids de fer, son âme devenait plus forte encore. La nuit suivante, dans sa petite chambre, elle toucha le collier avec lenteur. Ses doigts effleurèrent le métal glacé, puis elle serra le poing. Ce n'était plus seulement une marque de honte. C'était devenu un symbole. Une cicatrice qu'elle transformerait en arme. Elle ferma les yeux et pensa, chaque douleur me forge. Chaque humiliation m'élève. Le jour viendra où ce cercle de fer se brisera. Et alors, dans l'obscurité, une pensée encore plus audacieuse naquit. Et si ce collier, destiné à l'enchaîner, devenait le premier maillon d'une révolte? Le collier de fer n'était qu'un prélude. Isabelle le comprit le jour où la maîtresse, insatisfaite de ses leçons, fit apporter un autre objet. Cette fois, il n'y avait plus de doute, c'était une machine conçue pour briser plus que le corps. Dans le salon, sous la lueur tremblante des chandeliers, deux domestiques posèrent un étrange dispositif. Des barres de métal, une charnière, des vis qui grinçaient quand on les serrait. On l'appelait la fille du bourreau. Un instrument ancien, que la dame conservait comme un trésor d'un autre âge. Ceci, dit-elle en caressant le métal froid, est pour les insolentes. Pour celles qui oublient où est leur place.
Isabelle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle connaissait les rumeurs. Cette machine compressait le corps jusqu'à l'impossible, forçant les os, écrasant la respiration, transformant la dignité en poussière. Les domestiques, contraints de l'aider, baissaient les yeux. Ils ne voulaient pas voir. Mais ils ne pouvaient pas fuir. La maîtresse ordonna « Mettez-la ». On força Isabelle à s'asseoir. Les barres métalliques se refermèrent sur ses jambes, ses bras, son torse. Chaque vis resserré rapprochait son corps de ses limites. La douleur devint une marée montante, implacable. Sa poitrine brûlait, ses côtes semblaient se tordre. Un cri monta dans sa gorge, mais elle le retint. Ses lèvres tremblaient, son souffle était haché, mais elle resta muette. La maîtresse la fixait avec un plaisir cruel. Crie, Isabelle. Montre-leur ce que tu es vraiment, une bête. Isabelle planta son regard dans celui de la dame. Ses yeux, noirs et luisants, vibraient de douleur, mais aussi d'une étrange lueur. Elle refusait de lui donner ce plaisir. Chaque seconde de silence était une victoire. Les minutes parurent des heures. La sueur coulait sur son front, ses mains crispées devenaient blanches. Le métal mordait sa chair. Mais dans ce supplice, elle découvrit quelque chose d'inattendu, la capacité de résister. Un domestique, tremblant, desserra enfin les vis sur ordre de la maîtresse. Le métal libéra son corps, et Isabelle tomba au sol, haletante, le visage pâle mais les yeux toujours allumés. La maîtresse, furieuse, se pencha vers elle. « Tu ne comprends donc pas ? Je peux te briser autant de fois que je veux. » Isabelle, les lèvres sèches, murmura presque inaudiblement, « Mais pas mon âme. » Ces mots, faibles mais réels, glacèrent un instant la pièce. Les autres domestiques relevèrent discrètement les yeux. Ils venaient d'entendre ce qu'aucun n'avait jamais osé dire. La dame claqua des doigts. « Emmenez-la. » On traîna Isabelle dans le couloir. Chaque pas était une torture supplémentaire, mais dans son esprit, une image persistait, celle de ses yeux défiants face à la douleur. Cette nuit-là, allongée sur le sol de sa chambre, incapable de bouger, elle pensa à tout ce qu'elle avait enduré. Le collier de fer, l'instrument de la honte, tout semblait destiné à la réduire au silence. Mais, paradoxalement, plus on tentait de l'écraser, plus elle découvrait une force intérieure. Elle pensa aux autres domestiques, à leur regard furtif. Peut-être, se dit-elle, qu'ils attendaient un signe. Peut-être que son silence face à la douleur, ses mots chuchotés, avaient déjà allumé quelque chose chez eux. Et alors que le vent s'engouffrait dans les fissures de la fenêtre, Isabelle jura à voix basse, « Un jour, cette machine ne sera pas mon tombeau, mais le symbole de leur peur. Et moi, je serai le rappel de ce qu'ils n'ont pas pu briser. » Il y avait une nouvelle punition, encore plus cruelle que les précédentes. Ce n'était pas le poids du fer ni la morsure des vis. C'était le silence forcé. Un matin, Isabelle fut convoquée dans le grand hall. Sa maîtresse l'attendait avec un étrange objet à la main. C'était une cage de métal, fine mais dure, terminée par une longue tige. À l'intérieur, une plaque rugueuse. On l'appelait le bâillon de honte. « Tu parles trop avec tes yeux, dit la dame, son sourire froid aux lèvres. Voyons comment tu résistes quand même ton souffle doit se taire. » On força Isabelle à ouvrir la bouche. Le métal entra, glacial, implacable. La plaque râpeuse pressa sa langue, l'empêchant de bouger. Les sangles se refermèrent autour de sa tête, serrant ses joues, marquant sa peau. En un instant, sa voix disparut. Le silence n'avait jamais été aussi lourd. Chaque tentative pour articuler un mot se transformait en gémissement étouffé. Sa gorge brûlait, sa salive s'accumulait, la douleur montait. Et tout autour d'elle, les rires retentissaient. La maîtresse et ses invités se régalaient de ce spectacle humiliant. Regardez-la. Une créature réduite au mutisme. Même son souffle est inutile. Les domestiques regardaient en coin, incapables d'intervenir. Mais certains, dans leurs yeux baissés, laissaient paraître une flamme de révolte. Isabelle, enfermée dans ce silence forcé, sentit ses pensées hurler plus fort que jamais. On voulait lui voler sa voix, son identité, mais son esprit refusait de céder. Chaque larme qui roulait sur sa joue n'était pas un signe de faiblesse, mais un serment muet. Les heures passèrent. Le métal blessait sa bouche, son visage s'engourdissait. Elle ne pouvait ni crier, ni chanter, ni prier à voix haute. Pourtant, au fond d'elle, une prière sourde montait, « Donnez-moi la force de tenir. Donnez-moi la force de transformer ce silence en cri. » La maîtresse finit par retirer l'appareil, mais seulement après avoir savouré chaque minute. Isabelle s'effondra au sol, haletante, la bouche en feu. Ses lèvres saignaient, sa langue tremblait. Mais quand on croisa son regard, on n'y vit pas la défaite. Non. Ses yeux criaient plus fort que 1000 voix. Cette nuit-là, incapable de parler, elle s'allongea sur son lit de fortune. Dans l'obscurité, ses pensées résonnaient. Il croit m'avoir réduite au silence. Mais c'est dans ce silence que je forge mes mots les plus puissants. Un jour, je les libérerai. Les murs froids de la maison semblaient l'écouter.
Comme si ce vœu, murmuré sans son, s'était gravé dans les pierres elles-mêmes. Le silence, qui devait être sa prison, devenait son arme. La nuit était lourde, presque étouffante. Le silence de la maison cachait une tension nouvelle, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Isabelle se tenait dans sa petite chambre, les mains serrées autour d'un objet interdit, les mêmes ciseaux qu'elle utilisait chaque soir pour coiffer sa maîtresse. Ce n'étaient plus des ciseaux. C'était un symbole. Elle se souvenait de chaque humiliation, de chaque nuit passée à pleurer, du collier qui avait marqué sa peau, de l'instrument qui avait broyé ses côtes, du bâillon qui avait volé sa voix. Tout cela formait un seul cri intérieur, prêt à éclater. Les pas de la maîtresse résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement. « Viens. C'est l'heure. » Dans la chambre richement décorée, la dame s'installa devant son grand miroir doré. Ses cheveux au burn tombaient en vagues parfaites. Elle tendit les ciseaux, sans imaginer que ce geste banal allait sceller son destin. Isabelle s'approcha. Dans le reflet du miroir, leurs yeux se croisèrent. Pour la première fois, ce n'était pas la peur qui brillait dans ceux d'Isabelle, mais une force froide, inébranlable. Elle leva les ciseaux. Le métal scintilla sous la lumière des bougies. La maîtresse, distraite, ferma un instant les yeux, confiante. Puis, un bruit sec. Une large mèche tomba au sol. La dame sursauta, horrifiée. « Qu'as-tu fait » Isabelle ne répondit pas. Une autre mèche glissa au sol. Puis une autre. Chaque coupe était un acte de révolte. Chaque morceau de chevelure arraché détruisait un peu plus l'orgueil de celle qui l'avait asservie. La maîtresse cria, appela à l'aide. Mais personne ne vint. Le miroir reflétait une vérité nouvelle, une femme brisée sur sa chaise, et une autre, jadis esclave, devenue libre dans son regard. Quand enfin Isabelle abaissa les ciseaux, la chambre était silencieuse. Le sol couvert de cheveux flamboyants ressemblait à un tapis de victoire. Elle murmura, presque pour elle-même, « Vous m'avez prise pour une ombre. Ce soir, je deviens flamme. » Les années passèrent. La maison changea de main, les maîtres disparurent, mais certaines traces restèrent. Dans les caves humides, on découvrit, des générations plus tard, des fragments de fer rouillé, un collier, une barre de métal, un bâillon corrodé. Des objets silencieux, mais chargés de mémoire. Les historiens parlèrent de discipline, de coutume d'un autre temps. Ils utilisèrent des mots froids, techniques, pour décrire ce qui n'avait été que cruauté. Mais ceux qui écoutaient attentivement sentaient autre chose, une douleur ancienne qui résonnait encore. Parmi ces récits, un nom revenait en murmure, Isabelle. Une servante qui, au milieu des humiliations, avait osé lever les yeux. Une femme qui, avec un simple geste, une paire de ciseaux s'abattant sur la chevelure de sa maîtresse, avait brisé le cercle de la peur. Ce geste n'avait pas changé le monde en un jour. Mais il avait planté une graine. Dans le cœur de ceux qui servaient encore, un nouvel espoir avait pris racine, celui qu'aucune chaîne, aucun instrument, aucune humiliation ne pouvait tuer entièrement une âme libre. Aujourd'hui, en regardant ces objets derrière les vitrines d'un musée, une question demeure. Sont-ils seulement des reliques du passé ? Ou bien des avertissements, des témoins silencieux qui nous rappellent que l'injustice peut renaître à tout moment si nous fermons les yeux ? Et toi, spectateur, que ressens-tu en découvrant cette histoire ? Crois-tu qu'Isabelle a vraiment disparu, ou vit-elle encore, dans chaque regard qui refuse de se baisser ? Tu as vécu chaque instant de cette histoire, maintenant, c'est à toi de faire un choix. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi à la chaîne cloche, car la prochaine histoire sera encore plus incroyable. Si cette vidéo t'a touché jusqu'au cœur, mets un like et partage-la avec tes amis, pour qu'eux aussi découvrent une vérité que l'on cache depuis trop longtemps. Et dis-moi en commentaire, si tu avais été à la place d'Isabelle, qu'aurais-tu fait ?